Grand Dialogue. Sigika Foba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chaîne Nibéro. Halud Mauni. Chaîne Nibéri. Sigika Foba. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, le Grand Dialogue laisse la place au Forum de la presse qui regroupe donc les confrères de la presse malienne. Alors, nous allons parler de 5 sujets aujourd'hui. La MINUSMA qui reconnaît sa responsabilité lors des événements du 27 janvier dernier à Gao. Et également, nous allons débattre des affrontements entre le MNLA et le Moujao. Et nous allons voir ce qu'il en est de cette explosion aujourd'hui, ce matin donc à Sirakoro-Meguetan et de l'attaque du camion du CICR à Gao. Nous allons parler en dernier lieu de l'expulsion des 78 Maliens de la Guinée équatoriale. Alors pour cela, nous sommes avec 3 invités, Youba Konaté de Zénith Ballet, Ami Bessissé de Séné RFM et de Mamadou Kane également de la radio Clédou. Je suis Famoussa Sidibé, Mamadou Ouattara est à la technique. Studio Tamani. Comme promis, la MINUSMA a donc rendu public le contenu donc de son enquête sur les événements du 27 janvier dernier lors de la manifestation donc à Gao. Cette manifestation avait provoqué la mort de 3 civils et Ban Ki-moon a donc présenté ses excuses aux familles des victimes de la manifestation donc du 27 janvier à Gao. Les résultats de l'enquête qu'il avait demandé ont été communiqués donc hier. Plusieurs membres d'une unité de police de l'ONU ont tiré sur des manifestants qui attaquaient la base de la MINUSMA. 3 personnes ont été tuées et 4 autres blessées au cours donc de cette manifestation. Youba Konaté, est-ce que les Maliens peuvent être satisfaits aujourd'hui? Merci Famoussa de nous permettre une fois de plus de donner nos avis sur l'actualité de la semaine dans notre pays. Effectivement, c'est la livraison des conclusions de l'enquête de l'ONU dénote quand même d'une bonne foi de l'institution internationale. Pour une fois, on pourrait dire que l'organisation internationale a bien agi en reconnaissant explicitement, n'est-ce pas, que ces forces avaient fait usage excessif de la force. Vraiment, ils n'en avaient pas besoin pour tuer des innocents. Pour une fois, on peut s'en féliciter. Et une fois de plus, ça confirme la bonne foi des Nations Unies. Alors, Ami Bessissé. Merci. Comme Yuba l'a dit, je suis aussi un peu content pour cela. Mais je dois dire qu'on doit surtout dire merci à la jeunesse de Gao, surtout parce que si ce n'était pas eux, les choses n'allaient pas prendre une telle tournure. Et il y avait aussi un collectif ici à Bamako pratiquement qui se réunissait tous les vendredis soirs pour réclamer à ce que cette justice soit faite. Je crois que c'est bien ce que l'ONU a dit, mais les autorités qui ont voulu tourner un peu le peuple en rond se sont vus aujourd'hui désavoués par l'international. C'est vrai, il y a eu quelque chose. Il fallait taper du poing sur la table. Les autorités ne l'ont pas fait. Et les jeunes qui se sont manifestés ont eu gain de cause aujourd'hui. Je crois que c'est bien, comme il a dit, les Nations Unies, on peut encore un peu leur faire confiance. Alors, Mamadou Kane de la radio Clédou, quel est votre avis sur l'issue de ces enquêtes de la MINUSMA? Tout d'abord, je tiens à remercier le studio Tamani pour ce débat, le forum de la presse. C'est vrai que ça ne peut être qu'une bonne nouvelle. Ça avait suscité un tollé à Bamako à l'époque, ce qui s'est passé à Gao, et malheureusement les 3 malheureuses victimes. Aujourd'hui, si l'ONU, à travers son chef, Ban Ki-moon, reconnaît clairement que le contingent rwandais, c'est de cela qu'il s'agit, a tiré, a fait usage excessif de la force pour tuer des manifestants. Mais écoutez, c'est une avancée. Ça veut dire qu'à Gao, plus jamais ça. Et que les autorités maliennes également prennent toutes les dispositions parce que le secrétaire général de l'ONU, il a dit dans les rapports, il dit clairement que les forces maliennes n'ont pas pleinement joué leur rôle. Ils ont violé l'accord de principe qui donnait donc cette place à la sécurité malienne de jouer pleinement son rôle. Justement pour notamment encadrer la manifestation, les marcheurs, parce qu'il y a des jets de projectiles, etc. Donc vraiment c'est une avancée et c'est bien pour le Grand Nord du Mali, pour Gao particulièrement.
Alors, Yuba Konaté, on avait en son temps évoqué cette responsabilité des autorités maliennes à pouvoir encadrer cette marche de Gao. Encore une fois, que peut-on reprocher aux autorités maliennes par rapport à ce dossier? Oui, non, c'est sûr qu'il est évident qu'il y a eu des dysfonctionnements. Puisque quand vous regardez déjà les images, vous notez déjà une absence chronique des forces armées et de sécurité maliennes, ce qui a certainement contribué au dérapage. Ben, mais ça ne justifie en rien ce que le comportement des forces des Nations Unies. Mais cela aussi suscite un autre débat. C'est-à-dire que malheureusement, on ne le dit pas très souvent, les forces des Nations Unies ne sont pas souvent elles-mêmes à la hauteur des choses. Il faut le dire, puisque les pays contributeurs, très souvent, ce n'est pas très souvent les pays nantis qui sont contributeurs de troupes au niveau des Nations Unies. Très souvent, ce sont des pays pauvres, des pays où les forces armées ne sont pas souvent très bien entraînées, qui sont contributeurs de forces. Donc, il y a souvent des déficits de formation au niveau de ces forces, surtout des forces de police et de gendarmerie, pour encadrer des manifestations comme celle de Gao. Souvent, ça pose problème. Mais effectivement, il y a eu un dysfonctionnement au niveau des forces de sécurité maliennes qui étaient totalement absentes. Ça aussi, il faut le dire. Ami Bessissé, la responsabilité des autorités maliennes. Ben, vous savez, moi, je pourrais peut-être comprendre. L'explication n'est pas la justification. Parce que quand on essaie de voir, les forces onisiennes étaient vraiment débordées. Et je suis sûr et certain que la foule aussi ne s'attendait pas à ce que ces forces de l'ONU tirent sur eux. Parce qu'en réalité, ils sont là pour maintenir la paix et puis l'ordre. Mais si le coup est parti, je crois que c'est quelque chose qui est parti. Mais maintenant, l'armée malienne ou bien les forces de l'ordre ont vraiment trop de choses à faire à la fois. Et c'était très difficile de pouvoir canaliser des jeunes qui ont souvent affronté des terroristes, les groupes armés à main nue comme ça, donc avec l'armée malienne, puisqu'ils sont beaucoup plus proches d'eux. Je crois qu'il y avait cette familiarité qui a facilité, disons, leur rapprochement. Et malheureusement, comme il l'a dit, quand on a dit les 3 victimes qui sont tombées ont pris pour elles. Et je crois que plus jamais ça va changer quand même quelque chose. Ça va changer quand même quelque chose dans le dispositif des Nations Unies. Alors, après ces propos de Ban Ki-moon indexant donc la responsabilité des autorités maliennes par rapport à cette manifestation, Mamadou Kane, est-ce que cela va susciter une réaction de la part des autorités maliennes? Bien évidemment, la MINUSMA, c'est la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. Donc, il va de soi qu'à partir de cet instant, que les autorités maliennes, comme je viens de le dire, prennent toutes les dispositions nécessaires pour que tel drame ne se reproduise, que ce soit à Gao ou ailleurs, à travers les Mali. Je pense que la chargée de communication de la MINUSMA, Radia Achouri, elle a dit, et c'est un message qui a été parfaitement compris par tout le monde. Donc maintenant, je pense que les deux parties travaillent à ce que les choses se passent mieux. Et quand il y a des marches de la sorte, c'est vrai, il y a des manifestations spontanées du fait de la colère des populations face à un certain nombre de choses. Mais c'est clair que de telles choses, moi, je peux mettre ma main au feu. Le Mali va mettre du temps avant de reconnaître ça. Donc vraiment les autorités maliennes vont prendre le problème à bras le corps. Il est faux et c'est une indispensable nécessité pour tout le monde et pour les casques bleus qui sont au terre de cet acte, parce que vous savez qu'il y aura des sanctions vont tomber et donc les auteurs seront punis. Et voilà, côté malien, on va pleinement jouer notre rôle. Nos militaires vont mouiller la tenue, comme on va dire. Alors, si vous permettez, pour Yuba n'est pas très en forme. Oui. Non, pour ce qui est des sanctions, moi je n'y crois pas trop, puisque les sanctions en la matière, c'est les rapatriements. Pour les Nations Unies, on connaît. On va les rapatrier chez eux. C'est ce qui a été annoncé. Pour un casque bleu, être rapatrié pour une faute, ce n'est pas une sanction. Après avoir tué un individu. On travaille pour le système des Nations Unies. Alors, la réaction des autorités maliennes est parfois jugée lente par la population. Est-ce que dans ce dossier, les autorités maliennes devaient annoncer l'ouverture d'une enquête comme l'a fait la MINUSMA? Yuba. Non, non, je pense pas. Moi, je pense que peut-être qu'ils ont bien fait, je sais pas. Peut-être que pour l'opinion nationale, le Mali aurait pu faire un geste. C'est-à-dire que quelle est la nature du geste, moi, je sais pas. C'est les spécialistes qui peuvent se déterminer là-dessus.
peut-être que le Mali aurait pu faire un geste pour apaiser ne serait-ce que l'opinion nationale qui était vraiment ébranlée. Maintenant, pour ce qui est de l'enquête, moi je pense qu'il était bon que ceux qui ont commis l'acte, que ce soit eux-mêmes, maintenant, même si c'était en concertation avec, certainement, puisque j'ai cru comprendre que dans la commission d'enquête, il y avait quand même les Maliens, n'est-ce pas? Puisque c'est les Nations Unies, donc y compris le Mali. Donc, mixte, oui. voilà. Donc, je pense que la démarche était bien que l'on ait le soin vraiment aux Nations Unies de prendre l'initiative de mener l'enquête. Et fort heureusement, les résultats de l'enquête sont très concluants. Puisqu'il y avait un autre risque. Si c'est le Mali qui avait commandité l'enquête et que par la suite, les résultats ne soient pas les mêmes que ceux de la communauté internationale, vous imaginez un peu alors qu'il y avait ces risques-là. Mais il y avait aussi la nécessité de faire cette enquête du côté du Mali, puisque c'est les Nations Unies qui sont indexées, et là, ils sont jugés partis. Non, moi je ne pense pas. Je pense que ce qu'on a dit, c'est-à-dire que les Nations Unies, c'est elles qui ont commandité l'enquête. Mais le Mali est partie intégrante des Nations Unies. Je suppose qu'il y avait des Maliens dans la commission. Et c'est sûr que pour la crédibilité de la commission d'enquête, ce ne sont pas forcément ceux qui étaient sur les théâtres d'opération qui ont été concernés par l'enquête, je suppose. Ça, c'est la moindre des choses pour l'histoire de crédibilité. Puisque si les Nations Unies, c'est l'ensemble des nations du monde, je suppose qu'au moment de prendre les décisions et d'instituer cette commission d'enquête, on a dû vraiment prendre la mesure pour qu'il n'y ait pas de délit d'initié, que ces gens-là ne soient pas jugés partis. Je suppose. Voilà. Alors, Ami Bessissé, vous avez évoqué tout à l'heure la bravoure des jeunes de Gao qui s'est exprimée également durant l'occupation. Est-ce que vous pensez que c'est une victoire de cette jeunesse et que son combat n'est pas près de s'arrêter? D'accord, je vais rebondir sur ce que disait Yuba tout de suite. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que nous sommes d'abord un pays, même si tel n'est pas vrai dans les faits, nous sommes un pays comme souverain. Nous avons des autorités qui sont différentes des autorités onisiennes. Donc, normalement, une enquête devait être ouverte. Par les autorités. Par les autorités. Nous avons vu les manifestations dont j'ai parlé tout de suite au monument de l'indépendance, exactement sur le trajet du président de la République, pour qu'il voit et qu'il sache qu'il y a des jeunes ici qui veulent que justice soit rendue. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Ils se sont fait emprisonner ici. C'est vrai que les autorités ne voulaient vraiment pas que les choses aillent jusqu'à ce niveau. Normalement, même si l'enquête allait être démentie, il devait quand même avoir une enquête. On a vu, quand il y a eu Aguelhok, il y a eu des enquêtes. Quand même si ce n'était pas tout à fait ce que les gens attendaient, il y a eu des enquêtes, il y avait un rapport qui était là. Si on part dans cette logique-là, si c'est vous-même, vous venez de le dire, à Aguelhok, il n'y avait pas les Nations Unies. Non, ce que je voulais dire. Oui, mais il y a la CPI après quand même qui a fait des... Si c'est, comment dirais-je, les autorités maliennes devaient commanditer. Moi, j'ai dit dans l'entame de mon propos, j'ai dit que peut-être, certainement, il aurait dû avoir un geste. Quelle était la nature du geste pour apaiser ne serait-ce que l'opinion nationale? Maintenant, si on voulait jouer au dilatoire, c'est-à-dire que les autorités nationales pouvaient commanditer une enquête et jouer au dilatoire. S'il n'y a pas eu ouverture je pense que ce débat n'a pas lieu d'être. À partir du moment où ce sont des casques bleus qui ont été indexés comme auteurs de cet acte, si les Nations Unies mènent de façon très impartiale une enquête, après les résultats, comme vous l'avez dit, Yuba, si les résultats sont concluants, ben, tant mieux, quoi. Après, est-ce que les Maliens étaient là ou pas? À cette époque-là, la crédibilité de l'aménagement était en jeu. Oui, mais c'était en jeu. Moi, c'est par rapport à l'implication des Maliens dans la commission d'enquête. Ah, d'accord. Alors, nous allons observer quelques secondes de pause. Ensuite, nous reprendrons le cours de cette émission. Vous écoutez Studio Tamani. Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, notre page Facebook, notre compte Twitter et également notre site web sont à votre disposition pour toute réaction éventuelle à ce que vous entendez au cours donc de cette émission. Nous sommes donc dans le forum de la presse. Le forum de la presse qui a comme second thème les affrontements entre le MNLA et le Moujao. Les combats ont éclaté avant-hier à Inazol au sud donc de Menaka. La coordination des mouvements de l'Azawad déplore la mort de 5 de ses combattants. Selon le porte-parole du MNLA, cette attaque justifie la nécessité de parvenir très rapidement à un accord de paix satisfaisant pour toutes les parties. Yuba, quel est votre avis sur ces affrontements?
Ce porte-parole cette réaction. Ce porte-parole du MNLA se moque de qui alors? Vraiment, il se moque de qui? Et il y a un, comment dirais-je, un projet d'accord à votre niveau. Bon, mais non, c'est déplorable. Il se moque de qui? Mais il faut dire que ces affrontements ils vont continuer, ça c'est sûr. Ces affrontements vont continuer. Parce que le préalable, on l'a dit, on ne va pas, comment dirais-je, se fatiguer à le dire. Le préalable, c'est que vraiment qu'on arrive à isoler ceux qui ont des revendications politiques. C'est ça l'engagement et c'est ça la dynamique du plan de paix que l'ensemble des partenaires veulent pour ce pays. C'est-à-dire que l'accord de paix en soi n'est pas la fin ou n'est pas forcément la paix. C'est pas une panacée. Voilà, ce n'est pas une panacée. Mais on se dit qu'avec l'accord de paix, on va parvenir à isoler les éléments qui ne sont pas, les terroristes qui ne sont pas porteurs de projets politiques. C'est ça tout l'enjeu. Maintenant, si le porte-parole du MNLA dit qu'il faut arriver à... Bon, il se moque de nous. Et le reste du truc, il faut vraiment faire avec, quoi. Ami BCC. Mais vous savez, ça fait vraiment rire. Parce que j'ai eu l'autre, comment s'appelle-t-il, Moussa Ashurotman, parce que les trois Moussa, c'est des gens étonnants. Moussa Agasarid, Moussa Agataher et puis Moussa Agashutro. C'est-à-dire, ce trio, c'est des gens vraiment qui constituent l'épine dorsale du MNLA, rien que par leur bouche, rien que par leurs propos. Et ce qui est encore beaucoup plus grave, on ne sait pas d'où est-ce que sort le Moujao. Parce que c'est inquiétant si des groupes terroristes réapparaissent, ou bien des groupes djihadistes réapparaissent dans le nord du Mali, quel que soit l'adversaire qui se trouve en face d'eux, c'est déjà dangereux. Maintenant, le conflit ne peut pas aller dans la même dimension qu'auparavant. Ça c'est sûr. Et on se dit, qu'est-ce que la France fait? Il y a déjà un accord de coopération militaire entre la France et le Mali qui doit mettre terme à toutes sortes d'actions pareilles. Mais on ne sait pas pourquoi. Peut-être que la France veut encore que les choses reprennent, que les choses aillent de mal en pis pour encore revenir, parce que si l'accord le projet d'accord n'est pas paraphé, c'est qu'il y a encore des choses qui manquent. Et c'est toujours à l'actif de la France qui sous-traite avec le MNLA. Mamadou Kane. Moi, je crois qu'il y a du chaos dans l'air, quoi. Clairement, quand la CMA refuse de parapher l'accord, c'est clair qu'aujourd'hui, les MNLA, c'est quand même une machine de guerre. Hein. Ils ont un puissant moyen de communication, ils ont des médias pour ça. Donc, est-ce qu'ils disent vrai? Est-ce que c'est vrai que c'est le Moujao qui est à l'origine de la mort de 5 de leurs éléments? Moi, je pense que nous sommes dans des pipeaux, quoi. Dans des pipeaux, pourquoi? Parce que le plus important maintenant pour nous tous Maliens, ils sont aussi Maliens, c'est de parvenir à un terrain d'entente, c'est de parapher cet accord en ce qui concerne la CMA et vraiment permettre à tous les fils du pays de respirer, quoi, vraiment de sortir de cette crise. Parce que c'est vraiment les chaos. Je dis les chaos parce que nous sommes dans un no man's land. Les Moujao, comme je l'ai dit tout à l'heure, les porte-parole qui a tous les moyens du monde aujourd'hui pour communiquer, et voilà, nous avons été attaqués, c'est pas normal. C'est un peu comme, ils jouent un peu à la victime, quoi. Donc maintenant, c'est dommage qu'on en arrive là, et c'est dommage que les Moujao refassent surface de cette manière-là également. Nous sommes dans le nord, nous restons donc dans le nord. Des individus armés ont attaqué un camion du CICR qui avait quitté Gao pour le Niger. Les faits se sont produits à la sortie de la ville. Aucun bilan n'est disponible à cette heure. L'organisation humanitaire a dépêché une équipe sur place pour évaluer les circonstances donc, de cette attaque sur le camion de la CICR. Yuba, quelle réaction? Oui, avant de réagir à l'actualité concernant le CICR, je voulais juste rectifier deux petits trucs. C'est-à-dire que quand on dit le MNLA est une machine de guerre. Non, j'ai des moyens de communication, voilà, juste pas arme. Peut-être un lapsus, quoi. Un lapsus, oui. Le MNLA n'est pas une machine de guerre. Et aussi, comment dirais-je, Ami BCC a dit... Le gouvernement français sous-traite avec le MNLA. Non, moi je ne crois pas. Ce serait trop donner de pouvoir au MNLA. Moi je ne pense pas. Les positions officielles de la France, les positions officielles de la France, moi je m'en tiens à ça. Les derniers appels, les 3 derniers appels de France, de Laurent Fabius, a dit clairement.
les derniers propos de Laurent Fabius concernant les MNLA et l'accord, le paragraphe de l'accord d'Alger, Laurent Fabius a été très clair. Mais et de façon officielle. Vous savez que nous sommes dans un contexte politique et diplomatique. La France peut dire au MNLA en direct de faire ça, et puis de l'autre côté, quand même, on ne peut quand même pas faire confiance à la France. Tu sais bien que le MNLA n'a que comme piédestal la France. Ça. Non, je vais répondre. Si on doit rentrer dans ce jeu-là, on ne va pas s'en sortir. Ça va être très compliqué pour moi. C'est-à-dire que, comme on le dit en Bambara, ça c'est très compliqué. Non, mais il faut reconnaître aujourd'hui que les MNLA sont quand même influents. C'est un mouvement qui reste très influent, sont minoritaires, mais très officielle de la France, qui est claire. La France, Laurent Fabius a dit clairement et officiellement au MNLA, il n'y a pas d'alternative pour le MNLA, pour la CMA. Mais c'est quoi le point de blocage? Alors aujourd'hui donc, c'est le Moujao, encore une fois, qui a revendiqué l'attaque. Comme ça vous permettez, et si vous vous souvenez, lors de, comment dirais-je, des assises de Kidal, des soi-disant assises de Kidal, vous avez vu des banderoles sur lesquelles on insultait la France. Voilà. Alors donc ça c'était pas le MNLA. C'est le Moujao, le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, qui a donc revendiqué l'attaque du camion. Alors le bilan, le chauffeur est mort. Khan. C'est regrettable, c'est dommage parce que toujours le Moujao. Toujours le Moujao, encore une fois. Comment isoler ce mouvement? C'est un groupe terroriste qui est clairement, c'est la liste noire de tous ces groupes djihadistes qui sévissent un peu partout à travers le monde. Donc pour le Mali, c'est le Moujao. Moi, ce que je trouve regrettable, c'est qu'on s'attaque comme ça à des travailleurs humanitaires. Et la question que je me pose aujourd'hui, c'est à quoi ça sert l'emblème finalement d'une institution internationale comme les CICR, le Comité international de la Croix-Rouge. Parce que l'emblème, ça veut dire non, on ne tire pas sur ce véhicule, non, on ne tire pas sur ces camions, non, ces gens-là, ils sont là pour nous aider, ils sont là pour aider les populations. Et comment des jeunes se permettent de prendre des motos armés jusqu'aux dents et aller jusqu'à tirer un chauffeur et un malien? C'est pas un étranger. Ils ont porté un coup dur à ce jeune, à sa famille, un coup dur aux populations qui sont démunies, qui manquent de tout et d'absolument rien. Parce qu'il faut toujours rappeler que les CICR au nord du Mali, c'est quand même des aides multidimensionnelles dans tous les domaines, pratiquement. Même une famille déchirée, les CICR est là, quoi. Les dotations en nourriture, les kits scolaires, etc. Bon, ils ont dit que maintenant, c'est la suspension des déplacements, mais pas des activités. Mais qui dit suspension des déplacements, dit forcément ralentissement des activités. Donc, c'est vraiment un coup dur pour les populations du nord du Mali. Alors, quel effet donc de l'arrêt momentané donc des appuis du CICR, MIBCC? Vous savez, on a déjà des milliers de réfugiés dans les pays voisins et souvent même au niveau de la frontière. Mais comme l'a dit Khan tout de suite, ces gens n'ont pas besoin qu'on leur dise de ne pas faire ça. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens formés pour ça. Si c'était des militaires d'un pays, peut-être à la rigueur on peut les comprendre. Mais des gens qui ne sont là que pour détruire, pour faire du mal, c'est des gens qui ne feront aucune différence. Et moi, je crois que des véhicules comme ça doivent être escortés par soit la MINUSMA, soit par l'armée malienne. Et il est dit dans les principes humanitaires qu'en période de conflit, les forces combattantes doivent protéger les travailleurs humanitaires. Donc, là, on est dans le terrorisme. Forces loyales et les forces rebelles. Ça, c'est les forces rebelles. Aujourd'hui, on est dans le terrorisme. Yuba, comment est-ce qu'on peut demander à des terroristes de respecter... Les islamistes ne sont pas des forces rebelles. Non, c'est des anarchistes. C'est clair, c'est des anarchistes. Ce ne sont pas des forces rebelles. Même les forces rebelles, c'est-à-dire que c'est classiquement qui portent des revendications politiques, ont des limites. Mais les anarchistes, les islamistes, ils veulent que le désordre. C'est clair, ils ne veulent que le désordre. Ils ne veulent pas autre chose. Ils veulent que le désordre dans la zone et puis le tour est joué. C'est-à-dire que moi, je veux faire une petite discrétion du côté de Boko Haram. Vous avez vu, avant, tout juste aujourd'hui, la situation au Nigeria évolue très positivement. Mais avant, les gens avaient pensé que les gens de Boko Haram, c'était des diables, des trucs. Idriss Déby a dit, c'est des gamins en armes. Et il est en train de les botter.
Il est en train de les bouter. Il n'est pas seul, il y a le Niger aussi. Oui, mais il faut le démystifier. C'est ça justement. Avant la pause, nous avons un sujet. Cette explosion aujourd'hui qui a détruit ce matin une maison dans le quartier de Sirakoro-Meguetan à Bamako. Selon les premières constatations, l'explosion s'est produite suite à une mauvaise manipulation d'un engin explosif. Le souffle a tué la personne qui l'utilisait. L'explosif, selon les sources interrogées sur place, il s'agirait de l'acte d'une personne liée au banditisme. Jusqu'à Bamako. Donc, Mamadou Kane, quelle vision sur cette explosion? C'est un serpent de mer. Il y a eu l'attentat à la terrasse. Maintenant, on nous dit ce matin qu'il y a une explosion au niveau du Sirakoro-Meguetan. Enfin, Moussa, entre nous, clairement, Bamako est devenu une poudrière. Une véritable poudrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut aller à Sirakoro, on peut aller en commune 1, en commune 3, en banlieue de la capitale. On peut trouver partout des armes qui viennent de n'importe où. Voilà, le problème est là aujourd'hui. Parce que Bamako, aujourd'hui, tu as ton véhicule qui est teinté, tu as ton véhicule banalisé, tu mets des armes derrière. Les policiers, quand ils te sifflent, ce n'est pas pour regarder si tu as des pièces en bonne et due forme. Non, c'est pour te demander, ouais chef, est-ce que je peux avoir 1000 francs avec toi? Dans ce genre de pays, il ne faut pas s'étonner quand on te dit qu'il y a une explosion, machin, et qui a détruit une maison carrément, et qui a fait une victime, un gardien, 4 blessés notamment. C'est dommage, ça prouve encore une fois de plus que nous sommes dans une capitale qui est prête d'exploser, quoi. C'est dommage de le dire, mais ce qu'on a vu hier au Kenya avec les fous d'Al-Shabaab qui sont partis tuer des étudiants, c'était horrible, mais on n'est pas loin de là. Si les autorités ne se réveillent pas, on n'est pas loin de ces cas, on n'est pas loin de ce fait que les gens vont aller finalement dans les mosquées, quoi, pour se faire exploser. Parce que comment on peut comprendre cela ici à Bamako, maintenant? On se pose des questions. Juste là, il y a l'enquête qui se mène, il y a l'unité spéciale de la sécurité d'État avec les éléments du génie militaire. On attend les conclusions, mais encore une fois, c'est clair que Bamako aujourd'hui, ça craint, quoi. Ça craint ici à Bamako. Yuba. Oui, ok, merci. Bon, moi, je ne vais pas aller aussi fort que Cannes. C'est-à-dire que Bamako peut-être n'est pas en train d'exploser, n'est pas prêt d'exploser, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, ce dont on peut être sûr, c'est que nous avons ici des cellules dormantes. Combien elles sont, jusqu'à quel niveau elles sont armées, des trucs, ça c'est des débats. Mais ce qui est sûr, il y a des cellules dormantes. On peut être sûr, puisque moi j'imagine un peu que ceux qui ont fait le coup de la terrasse, les armes qu'on a découvertes à Sébinikoro, c'est sûr, c'est ce qu'on a vu. C'est sûr qu'il y a certainement d'autres caches d'armes, d'autres trucs qu'on n'a pas encore retrouvés. Et certainement que Dieu nous préserve. Et qu'il y a des trucs certainement qui se préparent contre notre pays. Donc, c'est pourquoi il va falloir que nos autorités, n'est-ce pas, modifient un certain nombre de conditions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à vivre dans notre pays comme si de rien n'était, comme si on est dans un pays normal. Oui, mais on n'est pas dans un pays normal. On n'est pas dans un pays normal. Il va falloir vraiment revoir les stratégies, les comportements surtout. Bien, moi je crois que comme Cannes, il faut aller très loin. Parce qu'aujourd'hui, tu peux faire tout ce que tu veux à Bamako. Donc ça va exploser. Même à la cité ministérielle. Là où tu veux faire exploser Bamako aujourd'hui, tu peux. Il n'y a pas de sécurité nulle part ailleurs. Ici, on ne le voit. Maintenant, par rapport à cet homme, on ne sait même pas qui c'est. C'est un gardien de 22 ans. De toutes les façons, c'était dans un bâtiment civil. Mounirou Mohamed, si c'est qu'on avait arrêté ici, c'était dans des circonstances comme ça. Wadoussen était dans un endroit comme ça. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'endroits isolés avec des personnes peut-être qui ne sont pas encore entrées en action. Et quelle est la sécurité? En réalité, quand on arrête une personne ou bien des suspects, on crie à la télé. Mais quand les choses graves se passent, on ne dit rien. C'est la population aujourd'hui seulement qui peut essayer d'assurer sa propre sécurité. Moi, je crois qu'il faut vivre... Mais la population le fait. Peut-être. Non, oui, mais moi, je crois qu'il faut vivre à l'européenne. Ce n'est pas pousser les gens à la violence, mais il faut vivre à l'américaine, disons. C'est-à-dire, moi, je ne compte pas sur l'État pour qu'il assure ma sécurité. Moi-même, je vais assurer ma propre sécurité. C'est le meilleur moyen. Sinon, je ne vois pas comment est-ce que l'État... En quoi faisant? Faire attention et peut-être même trouver un couteau, un bâton, toute arme qui permettrait... Je pense que c'est dangereux. Ça pourrait peut-être pousser à faire justice soi-même. Nous allons donc observer quelques secondes de pause ensuite pour la troisième partie de cette émission. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio Tamani, c'est donc vendredi, le forum de la presse avec le dernier thème dont nous allons parler aujourd'hui, l'opération d'expulsion de 78 Maliens de la Guinée équatoriale. Alors, Mamadou Kane, quelle vision sur ces expulsions? D'autant que les autorités maliennes disent n'avoir pas été informées donc, de ces expulsions. C'est toujours la même histoire avec les autorités maliennes. Ils n'arrêtent plus de nous prouver, de prouver à la face du monde qu'ils sont incapables. Moi, personnellement, j'étais à la protection civile, voir ces compatriotes, ces Maliens qui ont été expulsés. Ils n'ont pas été rapatriés, ils ont été expulsés de la Guinée équatoriale. Ils étaient dans des conditions dantesques, c'est incroyable. J'ai causé avec certains qui ont passé plus d'un mois en prison, en caleçon. Et qu'est-ce qu'ils me disent? Quand ils tentent d'alerter les autorités consulaires du Mali dans ces pays, à Malabo, à Bata, c'est toujours la même réaction. C'est-à-dire que c'est silence radio. On ne s'assume pas à l'étranger. Je vous donne juste un exemple. Moi j'étais à Oujda. Oujda, c'est la forêt Sidi Mahafa au Maroc. Il y a beaucoup de migrants subsahariens. J'ai croisé des Maliens qui me disent clairement, quand ils ont des problèmes, ils contactent l'ambassade au niveau des Rabat. Et l'ambassadeur leur dit clairement, non, nous ne sommes pas là pour vous. Vous êtes des migrants, des clandestins, vous voulez partir en Espagne, allez-y, nous sommes là pour les étudiants. Donc c'est pareil en Guinée équatoriale. C'est-à-dire que les Maliens souffrent. Nous ne sommes pas dans un pays souverain, il faut se faire respecter pour qu'on respecte ses concitoyens à l'étranger. Quand vous voyez ces jeunes qui sont revenus au pays, certains sans chaussures, hein, carrément, mais démunis du tout. Ils ont été dépouillés de leurs biens et ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas de papiers. Les autorités équato-guinéennes ont menti sur toute la ligne. Ce n'est pas des sans-papiers. Il y en avait parmi qui avaient des papiers, mais qui ont été déchirés. Donc aujourd'hui, que les autorités maliennes s'assument pleinement. Qu'on arrête de nous dire, oui, les autorités équato-guinéennes, on veut des explications, machin. Non, c'est à vous de vous respecter. C'est à nous d'abord, au niveau de Bamako, au niveau de toutes les ambassades à l'étranger. Parce qu'un Malien, quand il est à l'étranger, mais tu te sens, je ne sais pas comment vous dire ça, tu te sens seul quoi. C'est-à-dire quand tu as des problèmes, tu ne sais même pas à qui s'adresser, il n'y a pas d'appui. Moi, je ne crois qu'à ce que je vois. J'ai discuté avec ces gens-là et je m'en tiens à ce qu'ils m'ont dit. Je m'en tiens à leur version. Les autorités, je vous dirais que dans une semaine, dans un mois, ils répéteront la même chose. Donc c'est la passivité, c'est l'inertie la plus absolue. Il suffit de parler à la télé, ouais, c'est pas normal. Donc il faut qu'ils agissent autrement. Oui, c'est ce qui me chiffonne dans cette histoire, effectivement, c'est ça. C'est qu'il y a quand même des gens, des faits qui ont été avérés, que certains de ces expulsés avaient des papiers. Bien sûr. Ça, c'est vraiment déplorable quoi, entre pays africains. Si ce genre de partenariat ne marche plus, moi, ça m'inquiète. C'est-à-dire que si officiellement la Guinée équatoriale... Bon, maintenant, il y a peut-être des dessous politiques dans cette histoire qui fait que les gens ne peuvent pas réagir aussi. Ça, il faut le dire, puisque les gens, les responsables, ils fuient, chaque fois ils ont des difficultés, ils fuient pour aller en Guinée équatoriale et ils prennent de l'argent. Donc, oui, évidemment. Clairement. La main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Donc, tu ne peux pas regarder ce monsieur et dire, ah non, nous on n'est pas d'accord avec ce que vous faites, parce que si vous avez des difficultés, c'est là-bas que vous allez prendre de l'argent, et pas de façon officielle, de façon informelle pour vos campagnes et autres. Donc, c'est vraiment déplorable, puisque en partenariat entre pays africains quand même, moi je ne comprends pas que des gens qui ont des papiers comprennent, qu'on s'en prenne à ceux qui n'ont pas de papiers, on peut le comprendre. Et même là, ça dit que ce n'est pas parce que des ressortissants, certains de vos ressortissants n'ont pas de papiers qu'on doit les abandonner, non. Non, la Guinée équatoriale peut les expulser, mais le Mali a l'obligation de les récupérer et de s'occuper d'eux. On ne s'occupe pas d'eux. Quand ils sont arrivés à on ne refuse pas ces populations parce qu'ils sont en faute. Non. Ça, alors, pratiquement au même moment, 10 autres immigrés maliens arrivaient donc d'Espagne à Mimbé-Cissé. Est-ce qu'on peut faire un lien entre ces deux-là et puis dire finalement que, à la différence des 78, les autorités maliennes étaient bien informées de l'arrivée de ces 10 Maliens? Est-ce que c'est bien organisé en Europe par rapport en Afrique? Bon, de toutes les façons, ce que Khan disait et puis ce que Yuba disait, moi je vais le confirmer parce que moi j'ai eu la preuve qu'il y a des gens qui ont les papiers. J'étais avec un d'entre eux, je l'ai accompagné, il a ouvert sa boîte mail et il m'a montré son papier qu'il a une fois scanné. Ça, c'était une preuve matérielle. Il y a des gens qui ont les papiers, mais ce qu'on ne peut pas comprendre, moi je sais que pendant la campagne, le président l'avait dit, il dit plus jamais aucun Malien ne sera traité comme
auparavant. Les Maliens ne seront plus humiliés. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le concret. Les Maliens sont en train de se faire humilier. En fait, ce n'est pas moi, mais je me mets à la place d'un compatriote qui se voit, comme l'a dit tout de suite, en caleçon pendant combien de temps. C'est vraiment inexplicable. Et que doit-on reprocher aux représentations diplomatiques? Mais à quoi sert un consul, à quoi sert un ambassadeur? Vous êtes quand même là, tout de suite, ils l'ont dit. Tout de suite, on me fait du mal. Mais vous, même si vous ne pouvez pas peut-être trouver une bonne solution, il y a quand même la façon de le faire. Mais dire clairement à un Malien que nous ne sommes pas là pour vous, c'est comme si c'est quelqu'un en danger. Souvent, il y a ça. Tu sais, vous savez, hein, je m'excuse, c'est tout le problème de l'approximatif dans notre pays. C'est-à-dire que ceux qui sont même dans ces consulats, je suis désolé, mais... C'est un gagne-pain, clairement, c'est un gagne-pain. Ce n'est pas des professionnels, ce n'est pas des diplomates de carrière. Très souvent, c'est des concoctations politiques, des trucs. Bon, je suis désolé. J'ai approché certains d'entre eux qui m'ont clairement dit que les autorités consulaires leur demandent de l'argent. Parce que moi, je suis convaincu de l'argent. Est-ce que tu peux comprendre ce côté Yuba? De l'argent, un Malien en difficulté à l'étranger, la personne qui est censée te protéger, venir en aide, finalement, te demande de l'argent pour que tu puisses sortir de la galère. Qui n'est pas, voilà. Maintenant, je vais vous dire quelque chose, Bamsa. C'est-à-dire que très souvent, ce n'est pas forcément des questions même de moyens. Puisque dans les représentations diplomatiques, c'est sûr que très souvent, à l'image du pays, ils n'ont pas de moyens. Mais souvent, c'est des simples comportements qui peuvent soulager ces gens. Oui. Mais c'est responsable d'aller le fond. Ça ne les coûte absolument rien de dire simplement, ah, ok, on va vous s'occuper de vous, voir l'argent pour dire, monsieur, quand même. C'est un être humain comme... C'est-à-dire qu'en tant qu'investi de l'autorité, et aller plaider pour un compatriote, ne serait-ce que ça, ils ne le font pas. Non. Et ça ne les coûte absolument rien. Pas forcément de l'argent. Oui. Moi, je crois que c'est une affaire qu'on ne devait pas taire comme ça. Même si ça devrait être un incident diplomatique, on devait y aller à ce niveau. Parce que il faut que ça s'arrête. Ce n'est pas la première fois. Tout de suite, il y a encore des gens en attente d'être expulsés. Oui. Parce que ce n'est pas fini. Des centaines. Donc, si une fois on a fait, deux fois ça va continuer. Je ne sais pas ce que les autorités font. Les Maliens, surtout, c'est des gens qui envoient de l'argent. C'est des gens qui ont laissé leur famille ici. C'est des gens qui sont sur le chemin de l'incertitude. 500 milliards de contributions à l'économie nationale. Plus que l'aide au développement. Plus que l'aide au développement, plus que même souvent certaines institutions, comment on appelle ça là, financières. Moi, je crois qu'il faut trouver la formule. Si c'est des gens qui sont partis, comme d'habitude, on le sait, c'est en Europe, un peu partout, on va sans papier, mais quand même prendre les gens comme ça et les expulser ou bien les mettre en prison pendant comme du bétail. Combien de temps? Je crois que vraiment, ce n'est pas malien. Et la formule est tout trouvée. Il s'agit simplement pour les États partenaires de comprendre que vous ne vous amusez pas quand il s'agit de vos compatriotes. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'il y a 2 Maliens ou 3 Maliens qui sont en difficulté quelque part. Un ministre de la République fasse le déplacement pour aller dire non, on n'est pas d'accord avec ça. Et dans les termes appropriés diplomatiques, que le partenaire qui en fasse ça simplement, qu'on ne s'amuse pas avec la vie de nos compatriotes. C'est aussi simple que ça. Est-ce que la France fait autre chose? Est-ce que la France fait autre chose? Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les autorités équato-guinéennes sont capables d'expulser les Sénégalais, les Ivoiriens? Juste un exemple. Mais non! Mais non! Pourquoi? Mais non, pourquoi? Parce que les autorités sont imposantes, les autorités se font respecter. C'est tout le contraire. Justement, il y a ça. Et regardez au Mali, moi je me dirais même que c'est le pays où il y a plus d'illégaux. Mais pourquoi nous on n'expulse pas? Parce qu'on a une certaine éducation qui ne nous permet pas de faire ça aux autres. Mais à partir du moment où il y a une certaine rigueur, une certaine autorité qu'imposent d'autres États, je crois qu'il faut changer de méthode et puis d'aller dans ce sens. Parce que si tu ne peux pas le faire, donc tu laisses la place à l'autre, quoi. Parce que moi, je crois que c'est une promesse de campagne. Le président, il doit vraiment... il y a beaucoup de promesses de campagne. Bien avant Ibeka, ce problème subsistait. C'est pas un problème. Ce problème, quand un Malien a un problème à l'étranger, ça toujours été comme ça. Mais aujourd'hui, c'est Ibeka qui a pris l'engagement. Donc, il a failli pour l'instant. Pour l'instant, oui. Il doit redresser la barre. Alors aujourd'hui, cette volonté qui est de promettre le bonheur aux Maliens, Yuba, est-ce qu'on peut oublier ce côté bonheur promis aux Maliens? Oui. Si vous pouvez l'oublier, ça va vous faciliter les choses. Parce que non, franchement, hein, moi je pense que, vous savez, dans nos pays, hein, ce n'est pas forcément peut-être pour attaquer un camp, dire, aujourd'hui peut-être c'est l'RPM qui est au pouvoir, effectivement. Bon, et l'RPM déjà est arrivé au pouvoir déstructuré, tout. Et
C'est quand, à la dernière minute, les gens ont compris que la victoire va aller dans ces camps-là, que tout le monde a commencé à courir, les anciens militants, c'est-à-dire ceux qui ne venaient même pas aux réunions pendant 7 mois, 8 mois, ont tous commencé à fouiller et venir. Voilà. Non, ce n'est pas approprié à un camp. C'est-à-dire que la politique, de façon même pratiquée de façon chez nous, si on peut faire autre chose pour diriger nos États, c'est mieux. Mais il ne faut jamais perdre espoir. Moi, je sais que nous sommes dans un pays qui traverse des moments très difficiles. Ce n'est pas facile. Quel que soit le président qui serait là, à la place d'Ibeka, moi, je me dirais qu'il n'allait peut-être pas... Les Maliens, non. Moi, je vais nuancer. Non. Ça reste son point de vue. Ça va être son point de vue. Non, ça va être son fatalisme. Laisse le terminer. J'ai dit que quel que soit le président qui serait là aujourd'hui, moi, je me dirais que les choses n'allaient pas être mieux que ça, quoi. Moi, je n'ai pas fini. Donc aujourd'hui, je crois que il faut encore connaître la patience. Même si le président et toute son équipe ont contribué à plonger le pays, moi je crois que les Maliens doivent se mettre ensemble. Tout le monde l'a dit, il faut vraiment une union sacrée aujourd'hui. Une question, Ami. Oui. Est-ce que tu es prêt pour le changement, personnellement? Est-ce que nous sommes prêts pour ce changement, nous Maliens aujourd'hui? Si je n'étais pas prêt pour ce changement, je n'allais pas être sur ce plateau. Moi, je ne le constate pas. Non. Au-delà des promesses électorales d'Ibeka, etc., est-ce que les Maliens sont prêts? Quand on voit Ozone, moi, je prends l'exemple sur Ozone aujourd'hui. Ozone, la propriété à Bamako a changé de visage. Mais tu vas voir un citoyen avec sa banane, là, il finit, Ozone, la poubelle est là, mais il balance ça à côté. Mais est-ce qu'on est prêt? Non, c'est vrai qu'on a des chemins à faire aujourd'hui. On a des chemins dans l'administration malienne égale. Aujourd'hui, c'est pareil qu'en 2002, c'est pareil qu'en 2010. Donc, rien n'a changé. Nous ne sommes pas prêts, les autorités ne sont pas prêtes. Donc, du coup, on va rester dans cette phase stagnante. Alors, comment évoluer les mentalités, faire évoluer les mentalités dans ce contexte de fragilité pour l'État malien, Yuba? C'est ce travail préalable peut-être qu'il aurait dû faire. Je crois que quand on est trop enthousiasmé avec les débats de l'ONU. Non, Ozone, c'est juste un exemple. On quitte l'Ozone. Voilà, Ozone, c'est juste un exemple. On est sur la mentalité. Ce n'est pas un modèle qui m'inspire, parce qu'on a les dessous, ce n'est pas un modèle qui m'inspire, moi. Je vais vous dire un truc aussi. Mais ça marche pour l'instant quand même. Pas forcément. Pour moi, la mentalité. Trop tôt de dire que ça marche. La mentalité. C'est ce que je vais vous dire. Par rapport à Ami, il y a un truc vraiment, il faut que je rectifie. C'est-à-dire que dire aujourd'hui que quel que soit le président qui aurait été là, c'est le même résultat. Moi, je suis désolé. Non. C'est du fatalisme. Moi, qui, par exemple, qui allait faire mieux? Ce n'est pas une question de... Donc aujourd'hui, ce n'est pas une question... Non, il faut de la rigueur. Moi, je vous donne juste un exemple. Djero Lins, quand il dirigeait les Ghana à l'époque, c'est le résultat des choix. Les Ghana n'étaient pas à l'époque. Djero Lins, quand il venait aux affaires, qu'est-ce qu'il a fait? Les jeunes, quand ils font les grecs, ils disent... Non, mais vous arrêtez avec ça. Vous allez travailler. Il y avait des travaux publics. Djero Lins, c'est les années 80. C'est ce que je vais vous dire. C'est un exemple. Ça reste un exemple qui peut nous inspirer, Yuba. C'est ce que je vais vous dire. Dire que quel que soit le président qui aurait été là et c'est le même résultat, moi je pense que non, ça insulter la conscience des Maliens. Je n'ai pas dit le même résultat, j'ai dit que ça n'aurait pas changé. Aujourd'hui, ce que nous vivons dans notre pays, tout le monde sait, on a dit, on a prôné l'union sacrée, on a prôné tout, c'est vrai. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le résultat du choix d'un homme, c'est le président Ibeka. Ah non, par contre, on était déjà dans des grandes dans ces débats-là. Voilà ce qui arrive quand on invite des journalistes pour débattre de l'actualité de la semaine. On ne s'entend plus et là, on est obligé, car le temps est arrivé de mettre fin donc à ces discussions. Merci à vous, messieurs, pour votre disponibilité. Je suis Famoussa Sidibé, Mamadou Ouattara était à la technique. Ousmane Diadje Touré m'a aidé à réaliser cette émission. Salim Douara était à la régie vidéo. Voilà, c'est le débat de la semaine qui s'achève donc. Il était question de 5 sujets. La responsabilité de la MINUSMA sur les incidents du 27 janvier et dernier à Gao qui ont fait 3 morts parmi les manifestants. Les affrontements entre le MNLA et le Moujao. L'explosion de ce matin à Sirakoro-Méguétan et l'attaque du camion du CICR qui a fait un mort à Gao et un blessé. Les expulsions de Maliens de l'étranger, principalement de la Guinée équatoriale, 78 Maliens au total. Donc, s'il était question de ces 5 sujets, nous vous disons bon week-end, au revoir et à très bientôt. Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue.